Monsieur Hervé Pio, ancien éleveur, donc vous connaissez très bien nos problèmes, président du groupe Les Établiers, auteur de livres, entre autres Un monde sans fin, AIM. Et Monsieur Hervé, il milite pour une agriculture durable, innovante et concrète, connectée. Connectée, ça veut dire intelligence artificielle ou pas? Comment on pourrait l'appeler? Merci, merci beaucoup, euh, Monsieur l'ambassadeur. J'ai vu Madame la commissaire générale, chère Anne-Marie, dans le fond, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous maintenant. On m'a demandé de vous parler effectivement d'intelligence artificielle. C'est le thème de l'année du space. Mais je vais me focaliser sur l'intelligence artificielle générative, celle qui cherche à nous comprendre. Et c'est la première fois depuis le début de l'humanité qu'une machine cherche à comprendre l'homme, non pas pour le remplacer, mais elle pourrait, certains le veulent, certains le disent, mais je pense plutôt pour nous aider, pour nous accompagner. Le deuxième volet sur lequel je vais m'appuyer, c'est les usages, parce que si c'est une révolution, c'est moins une révolution technologique qu'une révolution des usages. Et qu'est-ce que ça va nous apporter? Je passe rapidement sur ces éléments-là. D'abord à travailler autrement. Et là, je pense que l'Afrique, où j'aime aller depuis quelques années, j'étais dans les créateurs avec le président de la République de Digital Africa. Il y a quelques années, on parle toujours de leapfrogging, c'est-à-dire la capacité de l'Afrique à passer très vite d'une situation à une autre et peut-être d'adopter ces technologies beaucoup plus vite que nous et de créer directement des process à partir de ça. Je pense que ça sera un point important. Ça va nous apprendre aussi à apprendre, on va également apprendre différemment, je pense. Et là aussi, il y a un vrai challenge où beaucoup de choses vont pouvoir se faire à distance au niveau de l'enseignement. Bien sûr, rien ne remplacera véritablement le présentiel, mais un mixte entre le présentiel et puis du e-learning aura vraiment sa place. Et déjà, vivre et décider ensemble et déjà reviser. Alors, on peut en juger à bien ou à mal avec tout ce que ça comporte de fake news et de choses comme ça, mais c'est une réalité. L'IA apprend de nous, à nous apprendre, à nous le challenge, à nous d'apprendre d'elle sans jamais lui laisser les rênes, ça c'est un point important. C'est nous qui devons piloter les machines et pas se laisser piloter par les machines. Alors brièvement, si vous voulez, comment ça fonctionne? On a depuis le cloud dont on a déjà parlé, qu'on entend beaucoup parler, des milliards de données. Je le compare souvent à la voûte céleste. On ne peut pas compter les étoiles, c'est pareil, on est à un point. On ne peut plus compter les données qui sont disponibles. C'est une vraie richesse. Et c'est à partir de là que les grands modèles de langage, ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Models, ChatGPT étant le plus connu, sont capables de donner des réponses à peu près à toutes nos questions, ce qu'on appelle le prompt, c'est les questions. Et un point d'attention, l'IA a toujours une réponse à nos questions. Je ne veux pas vous dire qu'elle a toujours une bonne réponse à nos questions, mais elle a toujours une réponse. Alors, on doit entrer dans sa logique. Il faut comprendre qu'on passe d'un paradigme à l'autre. C'est la logique de la probabilité. Je pose une question, je pose un prompt. C'est comme quand Champollion, avec la pierre de Rosette, a déchiffré les hiéroglyphes. La suite logique du prompt que j'ai posé sera et probablement ça. Et je donne l'exemple, parce qu'il est assez connu, celui du chat. Je ne dis pas que c'est un chat que j'ai devant moi parce que j'ai un chat. Je dis que c'est un chat parce que j'ai 10 000 images de chats qui me disent que c'est un chat. Donc c'est un raisonnement qui est fondamentalement différent. Mais c'est un système qui a des limites. Je l'ai mis là, ce qu'on appelle le mur des LLM, c'est-à-dire qu'il y a une marge d'erreur qui se rectifie jusqu'à une quantité de données, mais à partir d'un moment, non seulement ça ne se rectifie plus, mais les erreurs peuvent augmenter. Donc vous verrez tout à l'heure d'où l'intérêt de véritablement cibler par rapport à ce qu'on veut les données sur lesquelles on le fait travailler. Et un des points fondamentaux à retenir, c'est qu'on passe à partir de là de la donnée qui permet à la donnée qui précise des choses. On va apporter des choses pour préciser ce que ces grands modèles de langage nous donnent.
Donc on est dans l'ère de la statistique plutôt que celui des certitudes. Alors un point à retenir, c'est que l'IA nécessite, et je sais qu'il y a parmi vous des responsables, ça nécessite une très forte ambition politique. D'abord pour avoir partout où on le pourra du cloud souverain. Je ne sais pas comment exactement c'est en Afrique. Je pense que peu de pays sont dotés de data centers sur place, mais je pense que c'est un point assez fondamental à travailler pour avoir nos propres données chez nous, pour pouvoir les travailler et surtout que personne puisse être en capacité de nous fermer le robinet quand il en aura envie pour faire pression pour différentes choses. Ça peut être là aussi une arme demain. Exiger évidemment la transparence des modèles, que ces modèles soient accessibles, auditables, explicables, c'est-à-dire qu'on sache à partir de là, des outils avec lesquels on travaille, comment ils fonctionnent. Lutter autant qu'on le peut contre la désinformation dès la source. C'est plus la peine véritablement quand on constate une fake news, le mal est fait. Essayez de ne pas l'amplifier évidemment, mais le mal est fait. Il faut essayer de travailler à la source et le mieux, c'est de marquer ce qui est réel plutôt qu'essayer de détecter ce qui n'est pas bon. Il faut le faire, mais marquer le réel sera un des points importants pour demain. Et évidemment, ça a déjà été dit par mes collègues, là aussi l'enseignement et la formation vont avoir un rôle fondamental, un rôle central. Alors, l'IA pour agir, pas pour remplacer l'homme, évidemment, va nous permettre d'augmenter les capacités. Tout à l'heure a déjà été évoqué, notamment au Sénégal, mais je sais que c'est le cas aussi dans beaucoup d'autres pays africains, des outils de la décision qui existent déjà. On aura demain des agents qui seront encore beaucoup plus agiles pour répondre aux questions qui sont les vôtres. On a fait un hackathon il y a quelques semaines, c'était au mois de mai, au Sahara d'Abidjan. Pour vous donner un exemple, une équipe a travaillé sur un agent IA qui permet aux agriculteurs africains, même certains qui sont illettrés mais qui ont un téléphone, d'interroger via l'IA pour savoir, je suis dans telle région de la Côte d'Ivoire, je cultive telle et telle plante, dans telles conditions, qu'est-ce que je peux avoir comme aide? C'est relativement classique. Ce qui est moins, c'est que c'est fait dans 10 dialectes locaux. Donc la personne interroge par la voix dans son dialecte, c'est traité en français ou en anglais et ça lui répond par la voix dans son dialecte. Donc ce n'est pas magique, c'est de la technique, c'est des choses qui aussi terre à terre que ça, qui demain seront les vraies utilités. Simplifier évidemment, alors ça je l'ai mis, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais je sais que c'est un des grands challenges pour la France et pour l'Europe, de simplifier les procédures qui ont été mises en place au fil du temps. Activer les solutions. On veut tendre, même s'il y a beaucoup moins d'emplois de pesticides chez vous que chez nous, tendre vers au moins, pour ne pas parler de zéro pesticide, mais en avoir beaucoup moins. L'amélioration génétique, je pense que ce sera quelque chose de fondamental. Et là, je voudrais m'arrêter un petit peu. Ça l'est particulièrement chez vous. Vous avez une mine d'or sur laquelle vous êtes assis. Je pense que vous en ignorez une partie, qui sont vos traditions culinaires, qui sont des plantes que vous cultivez. Pour certaines qui n'ont pas été beaucoup sélectionnées, grâce aux nouvelles technologies, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir travailler beaucoup plus rapidement la sélection de plantes comme le mil ou le manioc ou d'autres plantes. J'avais fait une intervention avec un de vos collègues kenyans de l'université de Nairobi il y a quelques années. Il me disait, depuis que l'homme a domestiqué la nature, on a domestiqué 6500 espèces de plantes, à peu près 200 sont sélectionnées, 80% de l'humanité en mange 20 et 4, le blé, le maïs, le riz et les pommes de terre, font 60% de l'apport énergétique mondial. Donc, ce qui est intéressant et réconfortant là-dedans, c'est que le champ du possible est énorme. Donc, ça peut nous aider aussi à ça, à accélérer la recherche génétique par la connaissance du génome. Et ça nous aidera aussi pour la réponse aux crises, qu'elles soient sanitaires ou autres. Et enfin, renforcer les savoirs pour la formation et pour le partage de ces connaissances agricoles. Alors, comment s'en approprier l'usage? L'appropriation de l'usage, je tourne un petit peu.
Une fois qu'on aura passé, tout le monde essaye un petit peu maintenant l'IA générative, tout le monde a essayé, je pense, plus ou moins ChatGPT, mais à partir de cette phase d'expérimentation, il va falloir passer à véritablement la mise en place de stratégies pour véritablement en tirer le meilleur. Un des points de veille, on en parle peu, c'est celui de faire attention au contentement. Ce qui était impossible avant devient possible, mais compliqué. Ce qui était compliqué devient possible, et le possible devient banal. Donc ça, il faut faire très attention parce qu'on a, je vous l'ai dit tout à l'heure, forcément une réponse. Encore faut-il que ça soit la bonne. Donc là, il y a besoin d'une véritable expertise humaine en complément de ce que peut donner l'intelligence artificielle pour dire ça, c'est vrai, ça, ce n'est pas vrai. Donc c'est quelque chose de très important. Je vais vous donner un exemple. Quand on a fait le hackathon au Sahara d'Abidjan, j'en ai eu connaissance moi là-bas d'une application qui a été faite au Ghana pour un outil d'aide à la décision pour les agriculteurs. Il était très bien, sauf qu'il a été entraîné avec des données d'Europe et d'Amérique du Nord. Ça a été une catastrophe sur le terrain. Donc, y faire véritablement attention. J'accélère un peu, on me le dit. Il est nécessaire de partager, d'avoir cette acculturation partagée. Et un point important, la donnée va être, quel carburant de l'IA va être l'or du 21e siècle. On doit collecter ces données. Je pense que chez vous, c'est le premier challenge à relever, de collecter les données pour que vous ayez vos propres données. Il y en a, mais à mon avis, pas suffisamment encore. Je pense que c'est un vrai challenge à relever au niveau des États, mais pas que, pour avoir ces données locales à disposition. Alors les données explicites, ça c'est relativement facile, celles qui sont dans les bases, qui sont relevées, mais aussi le capital tacite, c'est-à-dire les données d'usage, ce capital d'usage qui fait qu'un agriculteur, où il soit, lui, travaille de cette façon-là. Ses façons de travailler sont de telle et telle façon. Il a ces connaissances-là, ces connaissances informelles, même chez nous, ne sont capitalisées nulle part, et c'est la véritable mine d'or dont on aura besoin pour travailler véritablement bien avec l'intelligence artificielle demain. C'est ce qu'on appelle le knowledge management qui doit se mettre en place un peu partout. Alors, l'agriculture est un secteur particulier pour ça. Je pense que dans une entreprise, c'est des choses qui peuvent se travailler au niveau de l'entreprise. L'agriculture, quel que soit à peu près partout dans le monde, c'est un énorme puzzle de micro-entreprises. Donc, on n'a pas d'autre choix que de travailler collectivement au niveau, ça peut être au niveau d'organisations professionnelles, ça peut être au niveau des États, probablement les deux ensemble. Et ces savoirs tacites, je vous dis, c'est quelque chose sur lequel il faut véritablement, on pourra y revenir, s'arrêter. Ces connaissances sont dispersées, je ne vais pas m'étendre dessus de trop. Il faut dépasser l'effet waouh de l'IA, mettre en place de véritables stratégies d'utilisation de l'IA, adopter, c'est ce que je viens de vous dire, le knowledge management dans vos structures pour véritablement avoir les bonnes données, créer un réseau d'innovation et puis former, on y revient toujours, massivement et en continu. Ça, c'est quelques outils pour revenir qu'on a à disposition. Un livre, un nouveau livre, je me fais un peu de pub aussi, qu'on va sortir pour le prochain salon de l'agriculture. Et je voudrais bien arriver à monter un think tank pour véritablement réfléchir sur ces utilisations en agriculture. On a un hackathon, vous pourrez venir voir, dans le bâtiment 2, qui est en déroulement actuellement, dont le SPAS nous a confié l'organisation, où d'autres outils vont également sortir. Et pour finir, si vous deviez retenir que 3 choses, l'IA générative, si c'est une révolution, c'est d'abord une révolution des usages. L'intelligence artificielle, avant d'être technologique, doit d'abord être une ambition politique. Et le meilleur moyen d'apprendre, c'est pas forcément de m'écouter, mais d'essayer vous-même. Et puis retenez bien ce que je vous ai mis en bas, c'est à vous d'apprendre à l'IA la langue des champs, pour que ce ne soit pas elle qui vous dise demain comment travailler. Merci.